Voici Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Laramée en direct, encore une fois, mercredi de midi à 13h, notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, un rendez-vous plutôt blanc. J'ai toujours mes deux acolytes avec moi. Carl Lévesque, salut. Bonjour tout le monde. Vincent Chaput. Bonjour tout le monde. On peut pas s'en passer, il paraît. Tu parles de Carl ou de moi? Ben non, voyons. On a une émission chargée encore aujourd'hui, je le dis à chaque semaine, puis c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur la Rive-Sud aussi à chaque semaine. En deuxième partie d'émission, on va parler du fameux festival qui s'en vient à Longueuil, le festival Caribou. Alors, préparez peut-être vos estomacs en conséquence parce qu'on va avoir des drinks, on va avoir un festival de boissons. Ça va prendre 18 ans parce que, comme dirait l'autre, il y a de l'alcool. C'est excellent, c'est ce qui m'a permis de braver la tempête, justement, pour m'en venir jusqu'ici. Oui, ça te prenait ça, toi, Vincent. C'est ça, exactement, sinon je serais resté à la maison. Exact. En première partie, je le dis, on a aussi un dossier interpellant pour la Rive-Sud parce qu'il y a eu des annonces récentes du gouvernement du Québec au sujet de l'élargissement de l'autoroute 30. C'est un projet qui commence à faire beaucoup de bruit sur la Rive-Sud. La Chambre de commerce, entre autres, se l'est approprié. On aura dans quelques minutes, d'ailleurs, la présidente de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, Catherine Brault, qui va être avec nous. Mais, d'entrée de jeu, je voulais qu'on reprenne en début d'émission l'entrevue qui a été réalisée hier avec la ministre Lucie Charlebois, la ministre responsable de la Montérégie aussi, qui explique un peu à notre journaliste ici, Jessica Chavez, les raisons pour lesquelles le gouvernement du Québec a décidé que l'élargissement de l'autoroute 30, ce n'était pas une priorité. Alors, on prend 5-6 minutes avec Madame Charlebois et on revient avec Catherine Brault, qui est avec nous d'ailleurs en studio. Je m'entretiens avec Lucie Charlebois. Madame Charlebois, vous êtes ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie et ministre responsable de la Montérégie. On se parle aujourd'hui car, à l'automne dernier, de passage à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, vous aviez dit en fait que l'élargissement de l'autoroute 30 était une priorité pour vous. La semaine passée, dans le quotidien La Presse, on apprenait que le ministère des Transports, en fait, fermait la porte à ce projet-là. En fait, je ne sais pas comment ça a été formulé, là, mais il n'y a pas de fermeture de porte. Je suis quand même ministre et j'ai des discussions de ministre à ministre, alors je suis capable de savoir ce que je dis, ce que je dis pas. Puis la fonctionnaire qui vous a répondu avec ce qu'elle a dans les cartons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des orientations différentes et où qui vont s'améliorer. Pour ce qui est de l'orientation ministérielle, c'est pas améliorer la fluidité de l'autoroute 30. Là. Ça, c'est clair pour tout le monde. En tout cas, je pense. Et je pense que la dame était plus concentrée sur le REM que sur d'autres choses là, quand vous lui avez posé des questions. Ceci étant dit, pour la fluidité, il y a des actions à court terme, puis il y a des actions moyen terme et long terme. Court terme, là, il faut voir toute l'histoire autour du REM et tout ce qui concerne le transport collectif. Ce qu'il faut faire pour améliorer la fluidité, il faut le faire. Mais quand on parle de tout le restant du travail, moi, là, ma priorité, c'est la fluidité sur l'autoroute 30. Et si, après le transport en commun, ça prend de l'élargissement, on va y voir, là. Okay. Ça, c'est des décisions ministérielles. C'est les ministres, c'est le Conseil des ministres qui décide ça. Alors, à court terme, ce qu'on va faire, c'est des interventions ponctuelles pour améliorer la fluidité du corridor. C'est clair. C'est ça qu'elle a, elle, dans ses cartons. OK, donc si je comprends bien, à court terme, on vise vraiment sur le transport en commun et à plus long terme, l'élargissement de la 30 n'est pas nécessairement écarté. Exact. Et ça, là, vous aurez sûrement des orientations ministérielles à un certain moment, mais en ce moment, là, ce qu'ils sont en train d'évaluer, c'est toutes les interventions pour améliorer les échanges entre l'autoroute 30, la 20, la route 116. Tout ça là, est dans le même gabarit que ce que je souhaite, là. Mais comme je vous dis, là, moi, là, c'est ma priorité d'améliorer la fluidité. Et vous le savez, il y a un corridor où ça bloque, là, 10, 20. Fait que là, on peut pas ne pas tenir compte de ce que le REM va nous apporter en termes de fluidité. On ne peut pas ne pas tenir compte de comment ça va fonctionner quand les gens vont utiliser plus le transport en commun, dans l'axe de la 10, de la 20, etc. Mais tout ça fait partie d'un plan de travail. Et quand on parle à la fin d'arriver, parce qu'il y a déjà eu un plan d'élargissement, mais à cette époque-là, on parlait pas du REM.
C'est ça, tu sais. Puis il faut considérer tout ça, faut le voir globalement. Mais moi, comme ministre responsable de la Montérégie, il est clair dans ma tête qu'avec les gens de la Montérégie et les autres députés de la Montérégie, on va travailler pour améliorer la fluidité de l'autoroute 30. Et si à la fin, après tout ce qui aura été fait, ça ne fonctionne encore pas, il va falloir faire d'autres choses, là. C'est clair. Et si ça passe par un élargissement, savez-vous quoi, je vais me battre pour ça, là. Mais là, on n'est pas là. C'est ce que la fonctionnaire vous a dit en ce moment. Elle travaille avec les papiers qu'elle a dans les mains. Moi, je fais de la politique et le ministre des Transports aussi. C'est nous autres qui décident des orientations. Alors, la dame, elle l'a pas fait pour mal faire. Je récapitule ça. Elle l'a fait avec les informations qu'elle a. Puis, c'est correct. Je comprends tout à fait, mais là, on parle de transport collectif, entre autres. Et pour ce qui concerne le réseau électrique métropolitain, pour ce qui concerne le réseau électrique métropolitain, il y a notamment des stationnements incitatifs qui seront installés, mais est-ce que ça ne va pas créer encore plus d'engorgement dans ce tronçon d'autoroute-là? Oui, mais je vous entends, mais en même temps, est-ce qu'on peut l'examiner comme il faut avant de statuer qu'il va y avoir un engorgement d'une part, et d'autre part, pendant qu'ils sont en train d'examiner tout ça, là, avec le REM et tout, savez-vous quoi, ça ne nous empêche pas de regarder pour le reste, mais là, on n'est pas là. Moi, ce que je dis, là, c'est que je veux beaucoup plus de fluidité. C'est pour notre zone économique, c'est pour les citoyens, c'est pour tout le monde. En fait, ce que les entreprises de la Rive-Sud et plusieurs élus de la Rive-Sud se disent également, c'est qu'il n'y a pas seulement le réseau électrique métropolitain, il y aura également des condos qui vont être développés. Il y a notamment le quartier Unisolaire. Il y aura aussi la zone industrielle-portuaire de Contrecœur-Varennes. C'est tous des éléments, en fait, qui font en sorte que ça va augmenter de l'achalandage sur l'autoroute 30, là, sur un tronçon qui est déjà très achalandé, là. Moi, là, je ne peux que me réjouir du succès de l'autoroute 30 qui a été faite par nous, les libéraux. Et tant mieux s'il y a de l'achalandage, mais si on peut faire mieux, on va faire mieux. Et ça fait partie de l'évaluation globale de tout ce qu'il y aura à faire, tout ce dont vous venez de me mentionner. Et si ça passe par un élargissement éventuel, en plus de tout ce qu'on vient de dire comme transport collectif, covoiturage, il y a plein de choses à examiner autour de ça, hein. Honnêtement, ça va être un plan d'amélioration globale pour la fonctionnalité de l'autoroute qu'il faut prendre en considération. C'est pas juste le REM, c'est pas juste, c'est l'ensemble de l'œuvre. Et s'il faut aller vers un projet majeur d'infrastructure publique, n'oublions pas qu'il faut s'inscrire dans le PQI, Plan québécois des infrastructures, puis il y a des règles à suivre. Sur combien de temps risque de s'échelonner justement cette étude puis tout ce plan-là? J'ai pas l'échéancier encore, mais je sais que le REM, si ma mémoire est bonne, et puis je marche sur des œufs parce que j'ai pas tout le dossier devant moi, là, mais il semble qu'on avait parlé de 2022 en fonction. J'ai-tu rêvé ce bout-là? Je ne sais plus. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, on travaille en parallèle. Tout le monde est en train d'évaluer. Comme je vous dis, c'est un projet d'amélioration globale de la fonctionnalité. Maintenant, j'ai de la misère à dire ce mot-là ce matin, hein? De la fonctionnalité de l'autoroute 30. Puis moi, là, pour la Montérégie, comme ministre responsable, comme tous les autres élus du gouvernement de la Montérégie, ce qu'on veut, c'est un lien routier efficace, une zone économique profitable. Puis comme vous dites, Contrecœur aura un pôle logistique de transport. Puis il y a Vaudreuil-Soulanges aussi qui en aura un. Alors, il faut tout voir ça, il faut tout prendre en considération. Il faut avoir vraiment la vision d'ensemble. D'accord. Outre le transport en commun, sur quoi on mise pour améliorer cette fluidité-là de l'autoroute 30? Comme je vous disais, il y a le transport collectif, il y a covoiturage. Il y a plein de choses qui peuvent être élaborées, l'amélioration autour des bretelles, etc. Mais ça, c'est le ministère des Transports qui va travailler là-dessus, là, les sections d'entrecroisement, il y a des doublements, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'entrée de sortie dans les échangeurs. Il y a plein de choses à faire d'abord. Je comprends. Alors, mais tout ça peut être étudié dans un plan global. Ça veut pas dire qu'on doit en faire un puis arrêter tout, puis se mettre à étudier l'autre. Non, tout ça peut être vu dans un plan d'ensemble. Donc, ce sera un plan qui va continuer à évoluer dans les années à venir et qu'on continuera à suivre. Oui, puis savez-vous quoi? C'est une demande du milieu, je suis à l'écoute du milieu. On est élu pour représenter des gens du milieu. Moi, comme ministre responsable de la Montérégie, j'entends très bien le message de tous ceux qui travaillent en Montérégie et tous ceux qui font en sorte qu'ils veulent un lien routier efficace. Merci beaucoup, Mme Charlebois. Merci, bonne journée. Alors voilà pour Mme Charlebois.
On a vu la position à la fois de ses fonctionnaires, mais aussi de la ministre, qui dit qu'elle va se battre quand même pour l'autoroute 30. Et on a avec nous ce midi Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, bien évidemment, de Montréal. Madame Brault, bonjour. Bien, bonjour. Bon retour en hiver, vous aussi? Ah, c'est l'hiver ce matin, mais on est habitué, c'est correct. C'est correct. Dossier de l'autoroute 30, c'est un dossier qui interpelle énormément la Chambre de commerce. C'est presque le nouveau cheval de bataille de la Chambre de commerce. Alors, votre position là-dedans, c'est évident que vous êtes pour l'élargissement de l'autoroute 30, mais comment vous allez vous positionner exactement? En fait, on a fait, vous êtes sûrement au courant, un sommet économique avec la ville de Longueuil au mois de novembre qui vient de passer. Et c'est vraiment, ce qui en est ressorti de ce sommet-là sur le transport, c'est vraiment que le problème de fluidité sur la Rive-Sud, dont la portion sur la 30. Et c'est vraiment le dossier que la Chambre a choisi de porter. En fait, depuis plusieurs années, je pense que c'est depuis 1999 que la Chambre a un comité transport. Donc, c'est des gens qui connaissent bien tout ce qui se passe au niveau du transport sur la Rive-Sud et qui travaillent là-dessus pour aider la Chambre à faire avancer les différents dossiers pour que nos entrepreneurs sur le territoire puissent en profiter. Mais vous allez prendre des actions concrètes pour vous lancer dans cette bataille-là, parce que là, tantôt, on entendait la ministre, parce que là, il y a presque deux versions. La fonction publique, les fonctionnaires disent que c'est pas une priorité pour le gouvernement. La ministre dit, moi, je fais de la politique et on va se battre pour l'autoroute 30 si vraiment c'est une nécessité, ça Rive-Sud. Vous êtes en train de préparer quoi? Un front commun, un mémoire, une lutte, des barrages sur l'autoroute 30? En fait, oui, effectivement, on est en train de préparer un mémoire là-dessus. On a eu une rencontre encore la semaine dernière. On a eu des revirements de situation un peu la semaine dernière, mais là, ça semble se replacer un petit peu. Je pense que le rôle de la Chambre, en fait, dans tous les dossiers économiques, c'est vraiment de représenter ses membres, les entreprises de son territoire. Donc, c'est notre mandat, c'est ça qu'on fait. Alors, à l'aide de ce mémoire-là, quand il va être rendu public, parce qu'on va le faire passer quand même à notre conseil d'administration avant de le rendre public. Ça s'en vient, ça ne sera pas tellement long. Suite à ça, on va faire notre plan d'action pour voir qu'est-ce qu'on va faire exactement. Tu sais, je regarde, si je fais allusion à ce que la Chambre a fait pour le pont Champlain. À un moment donné, on avait des camions. Surtout dans le cas qui nous concerne, je me souviens, c'était des camions, c'était des vannes de Robert Transport. Alors, ce sont sûrement des gens qui sont interpellés par le dossier de la 30 aussi, les gens du transport. Oui, tout à fait. On va revoir des 10 roues. Peut-être. En tout cas, je vous dis pas comment on va faire ça, on n'est pas rendu là, mais définitivement que la Chambre va se positionner par rapport à ça. Ben, elle s'est déjà positionnée, mais je veux dire, va se mettre en action pour faire avancer ce dossier-là. Nos entreprises en ont vraiment besoin. Et le mémoire, vous en faites quoi? Vous le déposez où? À qui? Au ministre? On va voir comment on va le déposer. Aux médias, en premier. Ben, c'est certain qu'on ne vous oubliera pas. Carl Lévesque. Madame Brault, j'ai une petite question pour vous. Êtes-vous certain que l'agrandissement de l'autoroute 30 va vraiment avoir un impact positif pour réduire la circulation qui circule sur cette route-là? Bien, en fait, c'est clair que toute solution proposée pour améliorer la fluidité du transport va être mieux que la situation qui est là. Si on regarde juste présentement, on sait comment que c'est achalandé puis que c'est un problématique. Alors, tu sais, il y a toutes sortes de solutions qui peuvent se faire. Est-ce que c'est un élargissement? Est-ce que c'est du covoiturage? Est-ce que c'est des voies réservées? Est-ce que, tu sais, il y a quand même plusieurs solutions à apporter. Mais définitivement que le statu quo est impensable. Là. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs problématiques aussi. Il y a une congestion là, à partir de l'autoroute 20 jusqu'à l'autoroute 10, soir et matin, complet. Les deux côtés de la 10, c'est bloqué. La 30, on oublie ça maintenant. Puis si on regarde à court terme ce qui s'en vient dans l'agenda de construction. Plein de nouveaux projets. C'est ça. Là, des condos à Brassard. Exactement. L'ancien GOV combiné à la peut-être arrivée un jour possible du REM. Ouais. Il y a une multitude de projets d'envergure qui, s'ils ne sont pas pris dans une vision globale, peu importe la stratégie, vont
résorbés par une congestion monstre. Ça va être ça pire. l'est Ça va déjà, juste là. être pire. Parce que c'est ça, en fait, le REM, on veut bien que ça fonctionne, mais toujours est-il qu'il faut que les gens puissent être capables de se rendre au REM. Là. La mairesse de Sainte-Julie l'évoquait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Faire partir les autobus de Sainte-Julie puis les amener à Brassard pour le terminus du REM. Encore faut-il que les autobus puissent circuler. Exactement. En préparant l'entrevue aujourd'hui, j'ai croisé un document vraiment intéressant de l'Agence métropolitaine de transport, en fait l'ancienne Agence métropolitaine de transport, qui s'appelait Le point sur la congestion. Et il y a un petit bout que je vais vous lire qui m'avait vraiment marqué. On disait « On s'attendrait à ce que l'investissement routier contribue à réduire la congestion, comme l'avancent ceux qui sont en faveur d'investissements accrus dans les infrastructures routières. Or, c'est l'inverse que l'on constate. L'investissement routier ne réduit pas la congestion dans un réseau routier parce qu'il entraîne une croissance encore plus rapide de la circulation. Le principal impact de l'investissement dans des infrastructures routières est justement l'augmentation de la circulation automobile. En ce sens, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait plus stratégique peut-être de développer tout d'abord le transport en commun? Parce que quand on agrandit une route, quand on prolonge une route, tout ce que ça semble faire, c'est d'amener encore plus de trafic. Bien, en fait, c'est un peu ce que je vous disais tantôt, c'est qu'on parle de l'élargissement de la 30, mais on parle de plusieurs solutions. Je pense pas que c'est une seule solution qui va régler tous les problèmes de la fluidité du transport sur l'autoroute 30. Mais définitivement qu'il faut faire quelque chose. Alors, tu sais... J'ai de la misère à croire que si on ne pose pas des actions, ça ne va pas avoir un impact positif. Je regarde, par exemple, juste si on parle du développement du port de Contrecoeur qui s'en vient à grande vitesse, je veux dire, ça va en faire des camions, ça, sur l'autoroute 30. Ne veut pas, ils vont tous passer par là. C'est déjà problématique présentement. Donc, on peut pas rester comme c'est là. Puis je pense que notre rôle à la Chambre, c'est d'aider les gens puis de donner des outils. Tu sais, je regardais ce matin, je ne sais pas si vous avez lu dans la Presse Plus, justement, il y avait un article qui parlait de, au lieu que le gouvernement demande des appels d'offres, mais il demandait des appels de solutions. Puis là, j'ai dit, waouh, c'est donc bien cool, j'aime ça, moi, ça. Cette vision-là, oui. Puis c'est un peu, puis je me dis, mais mon Dieu, c'est vraiment en lien avec ce qu'on était en train de faire avec le mémoire sur le transport pour la Chambre. Parce que c'est ça, en fait, on dit, on a un problème, puis nous, on vit dans cette réalité-là, on est là à tous les jours, bien, voici ce qu'on pense, puis voici des solutions qu'on vous apporte. Puis encore une fois, on le répète, vous représentez aussi vos membres, puis vos membres vous font de la pression là-dessus. Oui, parce qu'en concret, moi, je suis le premier, puis je regarde mon entourage, beaucoup de consommateurs ont délaissé le 10-30 par difficulté d'y accéder. Puis ça, c'est l'ensemble de vos membres, c'est ça. Là. Puis on s'entend que de par le créneau offert puis les produits offerts, c'est une clientèle intéressante pour la Montérégie. Si les gens, plutôt que d'aller magasiner au 10-30, décident de continuer ça à 10 ou ça à 30 pour aller plus loin, ben c'est un gros part du revenu qui disparaît. Là. Et puis c'est un enjeu aussi pour des nouvelles entreprises qui voudraient s'installer sur notre territoire. C'est un enjeu de est-ce que les employés sont capables de se rendre? Est-ce qu'ils arrivent en retard? Le transport de marchandises, c'est tout ça. Là. Je disais ce matin qu'il va y avoir fort probablement d'ici peu des vols Toronto-Saint-Hubert qui vont être offerts par Pascan Aviation. Alors, encore là, ça va demander un petit peu de fluidité, s'il vous plaît, dans le transport pour être en mesure de donner un service qui a de l'allure. Sinon, c'est une congestion. Pour terminer là-dessus, je suis un grand fan du transport en commun, mais si on regarde, je suis un gros utilisateur de la 10, puis je crois pas qu'en ce moment, la voie ou la pseudo-voie réservée à 10 pour les autobus est un réel plus-value pour ce que ça a pris puis pour ce que ça a coûté. Et surtout que ça devient de plus en plus, surtout une température comme aujourd'hui, un risque routier parce que comprenez qu'ils n'ont pas élargi la 10, mais qu'ils ont rajouté une voie. Oui, c'est ça. Alors, on verra bien. Cela dit, la Chambre de commerce, écoutez, on va attendre votre signal pour le mémoire. Quand il sera prêt, on en reparlera avec plaisir. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi qui vous interpelle de ce temps-là, la Chambre de commerce. D'abord, la semaine dernière, vous aviez un événement, je pense, qui était intéressant, qui était spécifique un peu pour les femmes. De quoi s'agit-il? Oui, en fait, c'est un déjeuner, on l'appelle le déjeuner femmes à l'avant-scène. Et je pense qu'on a eu au-dessus de peut-être 150 personnes à peu près. Alors ça, en fait, on invite
tout le monde, mais majoritairement, c'est des femmes. Et on avait deux conférencières qui étaient super intéressantes. Donc, ça incite je pense que les femmes, des fois, on a besoin de se faire encourager pour être en affaires, pour sortir des sentiers battus, pour s'impliquer dans des conseils d'administration. C'est un petit peu le message que je passais. Ouais. Il y avait Diane Lamar également, puis une autre dame qui s'occupe de Énergie Claire Tremblay de Énergie Cardio. Je présume que ça va être le genre d'événement qui va être répété à la Chambre? Oui, ça fait déjà plusieurs années, puis on le répète à chaque année, puis c'est toujours le fun. Puis je disais dans ma petite allocution que j'aimerais ça, c'est un autre de mes rêves fous que j'ai, mais d'atteindre la parité de hommes-femmes au conseil d'administration de la Chambre de commerce, et pas par réglementation, mais parce que les femmes ont envie de s'impliquer. Vont s'impliquer naturellement. Oui, actuellement, y a-t-il une grande disparité? Bien, on est 6 sur 17, quand même. Quand même. On n'est pas pire. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On n'est pas pire. Et la semaine prochaine, vous avez aussi de la visite à la Chambre. Oui, on accueille, comme à toutes les années, la mairesse de Longueuil, Mme Saint-Hilaire. Donc, elle va venir nous parler des nouveaux projets qui s'en viennent pour 2017. Je peux pas vous donner de scoop, puis je les ai pas. Allez-y. J'ai vu dans le journal cette semaine que le titre de sa conférence était « Longueuil, tout est possible ». Alors, on va reprendre ses propres paroles. Tout est possible, j'imagine, en termes de conférence. On me parlait qu'il y avait peut-être certains projets au niveau de la place Charlemagne qui pourraient être non pas annoncés, parce que je pense que ça fait bien des années qu'ils sont annoncés, les projets à place Charlemagne, mais il va peut-être y avoir des précisions à ce niveau-là. À tout le moins, les gens sont invités aussi. S'il y en a qui veulent y aller, c'est habituellement un autre genre de happening. Vous avez eu votre rendez-vous 2017 au mois de janvier qui a attiré, je pense, 600 ou 700 personnes. Celui-là, c'est un peu moins. Là. D'habitude, il y a 250 personnes qui sont là, mais c'est la conférence annuelle de la mairesse. Alors, c'est le 22 février, donc. À quel endroit? Mon Dieu, je me suis... Au parcours du Cerf, c'est correct, je vais vous aider. Merci, désolée. Je m'occupe pas de la poutinerie de tout, quand même. Au parcours du Cerf de Longueuil, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, communiquez avec la Chambre de commerce au 463-2121, hein, c'est bien ça. Toujours intéressant de venir toujours intéressant. Aussi. Ben oui, effectivement. De venir rencontrer d'autres gens d'affaires puis parler business. C'est ça, c'est pas mal une des raisons pour lesquelles on retrouve autant de personnes dans ce genre d'événements-là. Il y a beaucoup de réseautage, oui. Exactement. Dernier point. Vous avez un autre programme qui va être, non pas en ligne, mais qui va démarrer le 21 février, la nouvelle cohorte des mentors, mentorés, en résidence. Oui. Mais encore. En fait, c'est pas une nouveauté. Ça fait quand même quelques années que ça existe. Et c'est dans le cadre du projet avec les mentors. Évidemment, quand on mentore des gens, ils doivent être en entreprise. Et on a trouvé qu'il y avait beaucoup de travailleurs autonomes qui ne pouvaient pas avoir accès aux services de mentors parce que il faut qu'ils soient en entreprise puis qu'il y ait des employés ou qu'ils fassent la création d'emplois. Alors, c'est un projet qu'on a démarré il y a 2 ans, justement pour les travailleurs autonomes, aussi ceux qui sont vraiment en début de carrière. Et c'est un programme de, je pense, 25 heures à peu près. Et ils sont jumelés avec différents professionnels. Puis là, on leur parle de différents aspects de la business, que ce soit du financement, marketing, tout ça. Alors, je pense que ça donne une belle ouverture à ces gens-là. Et qui sont exactement ces 10 mentors? Les mentors, en fait, c'est des gens qui sont recrutés par... en fait, ça s'appelle le mentorat Pôle Sud. On est affilié au réseau M. Et c'est tous majoritairement des gens qui ont déjà été en affaires, qui ont vécu soit des relèves d'entreprise aussi, ou des gens qui sont à la retraite, ou on est plusieurs aussi qui sont encore en affaires. Et sur la Rive-Sud, on est 35 mentors, je pense. Moi, j'en fais partie. Je trouve que c'est un réseau de gens vraiment incroyable. Le mentorat, on fait ça dans l'ombre. C'est pas quelque chose qui est glamour, mais qui amène énormément aux entrepreneurs. Donc, on comprend que c'est du travail bénévole, finalement. Ah, tout à fait. C'est tout à fait bénévole. Et pour en faire moi-même, je le vois quand je termine une rencontre avec un mentoré ou une mentorée, on voit vraiment la différence. Ils repartent avec... ils se posent plein de questions. Puis je pense que c'est pas le rôle d'un mentor, c'est pas de donner des solutions, mais c'est de vraiment aider les gens à trouver leurs propres solutions. Alors, quelque chose de super le fun, qui est accessible.
Ben, Mme Brault, je pense que encore une fois, s'il y en a qui veulent participer à ce programme, toujours le même numéro, toujours la même adresse aussi, Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir. Merci. Si on veut vous revoir, paraît-il, au mois de mars, il faut aller dans le coin de Daytona. Oui, c'est ça. Bon voyage en moto. Et merci encore. On se revoit bientôt. Merci. Jusqu'à 13h, vous écoutez Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Alors, nous voilà de retour tel que prévu. J'ai mes deux acolytes qui me font des signes. Au moins, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils me disent 3, 2, 1, mais ils ont le même décodage. Alors, le plaisir est pris. Deuxième partie de l'émission aujourd'hui, on vous l'avait promis tantôt. Et on a avec nous Claude Demers, qui est directeur du concept du premier festival Caribou, qui va se tenir à Longueuil en fin de semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? On va le savoir avec lui. Monsieur Demers, bonjour. Bonjour. Festival Caribou. Alors, ça prend 18 ans parce qu'on va boire, puis on va faire des drinks. De quoi s'agit-il? Où ça se passe? Qui est-ce qui a décidé ça hier matin de faire un festival qui s'appelle Caribou? En fait, ça a commencé il y a 4 ans. Il y a une première édition sous une autre forme qui a eu lieu à Chambly. Et dans le fond, après ça, on a refondu un petit peu le concept, l'identité et tout ça de l'événement. Et on aura une belle rencontre avec la Ville de Longueuil qui a décidé d'embarquer dans le projet avec nous. Donc, ça se tient à la place Charlemagne, juste à la sortie du métro Longueuil. Évidemment, c'est... À l'extérieur. À l'extérieur. C'est un festival qui est 100% extérieur. C'est pour ça qu'il faut boire aussi. Non, c'est pour le plaisir, surtout parce qu'on s'est assuré d'avoir une belle commandite d'Environnement Canada pour avoir du temps pas trop froid. Oui, non, 7, je pense, pour dimanche. Oui, 5 ou 7, oui. Ouais. En tout cas, c'est ça. Il faudrait prendre de la bière chaude. C'est ça, le Caribou sera pas bien populaire. Peut-être moins, mais on a plein d'autres choses là, pour les gens. Là, Donc, première édition, évidemment, pour Longueuil. Festival Caribou. Oui, Caribou, comme tel, c'est la première édition, dans son incarnation. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un festival Caribou? Caribou, en fait, c'est un festival qui se déploie sur différents axes. On a le côté mixologie, évidemment, qui est très présent avec les artisans québécois, donc les micro-distilleurs, des alcools artisanaux québécois. C'est vraiment l'aspect qu'on va mettre de l'avant. Sur place aussi, il va y avoir la gang de Whisky Montréal qui vont gérer le Whisky Club où les gens vont pouvoir aller goûter des bourbons, whisky, scotch, des produits plus traditionnels qu'on connaît. Mais vraiment, tous les cocktails qui vont être sur place de la mixologie vont être faits à partir d'alcool 100% québécois. Intéressant parce que plus le temps passe, plus les mois passent, plus il y a de micro-distilleries qui sont en train de s'ouvrir et de se développer au Québec. C'est vraiment une belle nouvelle industrie. Absolument. La réglementation est en train de changer actuellement. Ouais. Ils sont capables de faire des choses maintenant qui n'étaient pas permises il y a 2 ans. Auparavant, on avait un seul, je pense, distilleur au Québec. C'était Michel Jodoin. À peu près, oui. Qui faisait son cidre. Non, c'était pas son cidre qu'il faisait. Il faisait son Calvados. Oui, brandy de pomme aussi. Qui ne pouvait pas appeler Calvados parce que c'était une marque. Alors, il l'appelait Calvajo pour Jodoin, mais c'était le seul qui produisait au Québec. Là, après ça, on a eu tout un développement sur les gins. Oui, Angava, entre autres, là, qui est une de mes marques préférées. Oui, beaucoup de gins, on se démarque. Toi, tu te prends l'intraveineuse. Oui, c'est censé lutter le matin. Exactement. Donc, le festival Caribou est pensé et organisé par l'OBNL qui s'appelle Concept B. Oui. C'est quoi votre mission à Concept B comme OBNL? C'est quoi votre but? C'est quoi que vous cherchez à faire avec ça? Nous, notre mission, c'est d'organiser des événements récréo-touristiques dans la région de la Montérégie. Quand on a rencontré la Ville de Longueuil, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque au niveau des événements hivernaux. Il y a une grosse offre estivale, printanière et même jusqu'à tard dans l'automne. Mais l'hiver, il se passe pas grand-chose en Montérégie. Donc, on est arrivé, comme on dit, un peu à brûle-pourpoint, mais le timing était bon pour la Ville qui cherchait justement un projet là, à lancer pour dynamiser un petit peu la place Charlemagne. Donc, c'est ça. Mais Concept B aussi, c'est bière et saveurs de Chambly. On a fait 15 éditions. Donc, notre mission, c'est vraiment d'avoir de l'artisanat, des artisans, des exposants artisanaux, des produits du Québec, autant alimentaires que les alcools et tout ça. Puis, fait que cette mission-là se transmet aussi dans Caribou, là. En termes d'alcool, parce que je trouve ça drôle, c'est une belle industrie qui se développe au Québec, mais qui va être là comme exposant, entre guillemets, ou pour offrir ses produits? On va avoir, au niveau des micro-distilleurs, on va avoir Circa qui va être sur place, on va avoir Maison Civeau. Civeau qui font? Maison Civeau, mon Dieu, je connais pas les produits par cœur, vous m'excuserez parce que... Ils font du gin?
Oui, entre autres. Parce qu'il y a le gin de Panay, je pense, qui est développé. Oui, ça, c'est une autre, le Pigger Henricus, qui est fait par distillateurs subversifs, je crois, mais qui ne sont pas avec nous cette année. OK. Donc, vous avez des gins? On a des gins, il y a de la vodka. On a la gang d'Hochelag qui sont là. Hochelag, qui sont distilleries et micro-brasseries. Donc, ils vont être là pour représenter un petit peu les deux. On a 1769 distilleries. On a, comme je vous disais, Maison Civaux et distillerie Mariana. Donc, est-ce que vous avez aussi de la bière? Bien sûr, on a 5 microbrasseries qui sont sur place avec des produits plus fortifiés. Locaux? Non. Québécois. Parce que je pense, entre autres, il y a une nouvelle brasserie, un microbrasseur qui vient d'ouvrir à Boucherville. Je sais pas si en fait, on a eu des pourparlers avec lui, mais pour notre autre événement, qui est plus axé autour de la bière. Okay. Mais ça reste que on va avoir des microbrasseries de la région, mais aussi qui va jusque loin. Le Trou du Diable va être avec nous, de Shawinigan directement. Qui font quoi, eux autres? Le Trou du Diable, entre autres, qui est une super bière. Je savais que tu connaissais ça. Relié au Trou du Diable, la rivière, à quelques pas de la micro. T'sais. Aussitôt que Vincent a su que vous veniez ici... Ouais, moi, j'ai poussé bien gros. Pas juste parce qu'on est voisins de Chambly, mais... Il y avait les yeux écarquillés, il disait, de la boisson, ils vont-tu en amener? Ben non, ils n'en ont pas emporté. Non, on est en plein montage en ce moment. Les lignes sont pas alors donc, plein de micro-brasseries, plein de micro-distilleurs aussi. Oui, niveau microbrasserie, on a la gang des Trois Mousquetaires qui sont de brasseurs. On a la Gabière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Donc, sur 5, c'est sûr, on en a 3 qui sont locales. Mais on a essayé d'aller chercher aussi avec Trou du Diable une représentation plus provinciale. Donc, tout ça à l'extérieur, dans un gros happening. Puis, on peut manger également. Oui, exactement. On a des camions de restauration de rue, des camions de bouffe de rue. Je ne sais jamais comment l'appeler, food truck, c'est tellement facile en anglais, ça dit tout. Et on a des exposants agroalimentaires aussi qui vont être sur place, dont Popsters, qui ont des jerky assez extraordinaires. Là. Et est-ce que vous avez d'autres activités de prévues, mis à part, c'est bien beau boire, c'est bien beau manger? Est-ce que vous avez autre chose un petit peu de prévu sur le... c'est ça. Est-ce que vous avez autre chose de prévu sur le site? Oui, saut en parachute. Génial. Bungee génial. Non, mais on a une belle programmation musicale aussi avec un DJ maison de DJ Bernie... Bruno Burnikov, excusez-moi. Et dans le fond, c'est que avec des artistes qui vont se relayer sur la scène, Bruno, c'est notre DJ qui va mettre l'ambiance toute la journée. Puis en soirée, il y a des artistes qui se relayent sur la scène. Il y a le pub ludique aussi, le pub Randolph ludique, qui va être là avec des jeux de société. On a le Nexus Bar avec des jeux de réalité virtuelle, avec des cocktails aussi qui sont adaptés, qui sont faits sur thématique de jeux vidéo des années 80. Donc, est-ce que la place Charlemagne va être assez grande pour accueillir tout ça? C'est ce qu'on va savoir. Une première édition, ça sert à ça aussi. On apprivoise un petit peu le site. Également. Exactement. On a une belle patinoire en plein milieu du site. Oui, exact. Qui ne serait pas... Quoique à 7 degrés dimanche. À 7, ça sera la glace n'est pas disponible. Au pire, ça fait des glaces pour les drinks. Et est-ce que vous avez un porte-parole officiel pour l'événement? Oui. On a notre cher ami Pierre-Yves Laure qui a décidé de se joindre à l'aventure. Pierre-Yves, pour nous, c'est un choix logique parce qu'il est associé un petit peu de près et de loin à la fois au monde de la mixologie. C'est un des actionnaires et propriétaires de l'Agence Boire à Québec, mais aussi il a animé des émissions de radio et de télévision sur le sujet. Donc, ça a été une belle rencontre, puis on est très, très content de l'avoir avec nous. Il est très dynamique, puis on ne pouvait pas espérer mieux comme porte-parole pour ce genre d'événement-là. Donc, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, de vendredi à dimanche. Du 17 au 19 février à Place Charlemagne. Exactement. De votre côté, est-ce que vous êtes de Longueuil? On n'a pas eu le temps d'en parler. Moi, personnellement, je suis de Chambly. De Chambly. Ouais. Non, il n'y a rien de parfait. Donc, on prend l'expansion tranquillement. Mis à part le festival à Chambly et, écoutez, le festival aujourd'hui à Longueuil, est-ce que vous en faites d'autres ailleurs au Québec? Pour le moment, non. On a un volet de développement international fin mars cette année. On s'en retourne pour la 2e année au Festival de bière de Barcelone avec 10 microbrasseries québécoises. Donc, pour présenter les produits, puis dans le fond, rencontrer un petit peu des agences d'importation, voir... C'est un petit peu une mission économique, si on veut, là, pour essayer de sortir un petit peu du Québec puis de permettre aux microbrasseries de se faire voir un petit peu ailleurs aussi, là. Tantôt, vous avez dit que vous cherchiez quand même à vous situer puis localiser en Montérégie pour des événements. Des événements d'hiver,
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup des caribous nulle part, là, mais il y a quand même beaucoup d'activités en Montérégie. Je pense à Loisirs et Sports Montérégie. Je ne sais pas si vous connaissez, qui font le recensement de tous les carnavals et toutes les activités d'hiver qu'il y a en Montérégie dans la municipalité. Je pense qu'il y en a au-delà d'une centaine pendant l'hiver. Ouais. Est-ce que vous pensez à vous étendre de ce côté-là aussi? Ben, en fait, on veut faire des événements à plus grand déploiement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans différentes petites villes, villages, des choses comme ça. Notre but, c'est pas de rentrer dans la tradition locale. On veut vraiment faire des événements où on peut aller chercher des artisans de partout au Québec puis les amener à un seul endroit. Et le focus qu'on a, nous, c'est de mettre de l'avant la Montérégie puis amener les artisans ici pour les gens de la région. Et Caribou, tout simplement. Pourquoi ce nom? En fait, on cherchait un nom facile à souvenir. C'est un vieux drink. Oui, non, c'est clair. Oui, ben en fait, le caribou, c'est le cocktail original du Québec, qui était fait à l'époque avec du sang de caribou. Du carnaval de Québec. Oui, mais bien avant ça, les Amérindiens avaient une concoction beaucoup plus... Avec du sang de caribou. Oui, avec du sang de caribou. Ah, oui. Je pourrais pas vous donner l'historique de tout ça. Là, on va pouvoir le déguster sur place. On va essayer. Non, pas celui-là. On a fait la version filtrée. Je savais pas que ça se faisait avec du sang de caribou. À l'origine, oui. Vincent doit savoir ça. Il a tout bu, lui, dans sa vie. Sauf du sang de caribou. Il a pas tout vu, il a tout bu. C'est à peu près, oui, c'est ça. Ben écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cette première édition. Ben, merci beaucoup. J'imagine que votre porte-parole va être sur place également. Oui, il va être présent sur place tout le long de l'événement, sauf le samedi, je crois, parce qu'il anime une émission de radio. Donc, c'était plus difficile d'amener le studio que de le laisser aller faire son émission. C'est un peu plus difficile, effectivement. Vous comprendrez, j'imagine, vous. Un petit peu. On est en mesure de comprendre sa problématique. Alors, on répète les dates du 17 au 19 février. Ça débute à quelle heure, le 17? Je pense à 14h. 14h jusqu'à 23h. Si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations, entre autres, vous avez mentionné quelques exposants qui étaient pour être là. Oui. De la bouffe aussi disponible, des spectacles. Vous avez un site Internet. Je sais que vous avez une page Facebook. Oui, page Facebook et page Facebook Festival Caribou et site Internet festivalcaribou.com. C'est clair? Puis pour le déplacement en transport en commun, c'est très simple. Tous les autobus se rendent là. De toute façon, vous êtes mieux d'y aller en transport en commun puisqu'il y a de la boisson et ça prend 18 ans, il faut le répéter. Oui, ben s'il y a des gens qui veulent venir avec leurs enfants, les enfants ne payent pas, mais ils peuvent rentrer. Mais il n'y a pas une programmation familiale. C'est un événement vraiment plus... autour des cocktails et tout ça pour un auditoire adulte. Les frais sont de combien pour l'entrée? Pour une journée, c'est 12$ plus taxes. On a aussi le passeport... Les drinks ne sont pas inclus? Non, malheureusement, on n'a pas trouvé le système capitaliste qui nous permettait d'offrir ça, mais on travaille très fort pour l'année 2. Ben écoutez, on vous souhaite bonne chance, M. Demers, et on ira sûrement vous voir. J'ai mon ami Vincent devant de moi qui trépigne d'envie d'aller prendre un ou deux verres. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir une blonde qui a ses bureaux, justement... en plein cœur du festival. Je risque d'aller la chercher une couple de fois la semaine prochaine. Tu vas même pouvoir aller coucher au bureau de ta blonde. Alors, merci encore. Merci à vous. Bon festival. On ira sûrement, comme je vous le disais, vous visiter. Premier festival Caribou de Longueuil à Place Charlemagne. Alors, messieurs, dans notre cas, on passe à l'actualité de la semaine pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au menu? On a surtout au menu... Premièrement, j'ai fait encore une fois le recensement des journaux de la semaine. On a eu au cours des derniers jours le procès qui se poursuit à Brossard. Il se poursuit à Longueuil, mais ça implique l'ex-députée Fatima Ouda-Pépin qui est poursuivie par le maire de Brossard pour diffamation. Alors, je pense que les dernières auditions ont eu lieu hier ou aujourd'hui. Le juge qui a entendu la cause, Mme Sirois, devrait rendre un verdict et un jugement dans ce cas-là cette semaine. On verra si... C'était pas une poursuite, je pense, extraordinaire en termes d'argent. C'était 24 ou 25 000 $. Mais je pense que c'était une poursuite qui a été intentée pour l'honneur. Alors, voyons pour la suite. Je vais rester silencieux. Ouais, je vois ça. T'as pas beaucoup de commentaires. Dans l'actualité aussi de la semaine, la pétition continue d'accumuler des noms contre la fameuse passerelle au-dessus de la route 132 qui va être réalisée par la ville de Longueuil, 12,8 millions, donc près de 13 millions. C'est le concept d'avoir des signatures pour contrer la passerelle signature.
C'est très concept. C'est clair. Écoute, un dossier qui progresse, je veux dire, on va voir où est-ce que ça arrive. C'est sûr que tout le monde, en voyant le coût de la facture à 12,8 millions, on a tous eu à peu près la même réaction, de faire « Oh, écoute, ça me semble extrêmement cher. » C'est cher pour une passerelle. Et voilà. Encore d'ailleurs, dans l'édition d'aujourd'hui du Courrier du Sud, il y avait un Vox Pop. Des gens étaient interrogés sur ce qu'ils en pensaient des coûts pour une passerelle de près de 13 millions à Longueuil. Effectivement, tout le monde trouve ça pas mal cher. Mais, je le dis, la démocratie s'est exercée aussi. La Ville de Longueuil, le conseil majoritaire s'est prononcé. Ils ont dit oui à un projet qui est celui qu'on connaît. Il y a une pétition qui circule. Est-ce que ça va influencer les décideurs? Est-ce que ça va influencer le conseil municipal? Est-ce qu'ils vont reculer dans le projet? Ou qu'ils vont en rajouter, parce que le problème de la passerelle, puis j'ai peut-être pas toutes les informations, mais c'est uniquement la passerelle. Ça nous permet de nous rendre sur le bord de l'eau, mais ils font rien pour mieux aménager le bord de l'eau. Ben non, c'est le remplacement d'une passerelle qui existait, on s'en rappellera, qui a été arrachée par un camion il y a déjà plus de 2 ans. C'est une signature, comme j'avais déjà dit, qui peut facilement s'effacer. Et il est rendu poétique. C'est Caribou qui m'inspire. Ça doit être Caribou qui t'inspire. Autre nouvelle, aujourd'hui, on apprend que la compagnie Pascan, je suis surpris, mais content aussi, parce que la compagnie Pascan Aviation a connu beaucoup de problèmes depuis quelques années à l'aéroport de Saint-Hubert, parce qu'ils ont eu, entre autres, tout le marché qu'ils exploitaient dans le nord québécois est en baisse de façon significative. Ça a coûté des emplois, ça a fait en sorte que l'entreprise a dû presque se restructurer. Mais on annonce cette semaine que Pascan va offrir dorénavant, je pense que c'est au cours des prochains mois, des vols Toronto-Saint-Hubert. Alors, c'est une relance, encore une fois, de vols commerciaux pour dynamiser, encore une fois, l'aéroport de Saint-Hubert. Ça fait 40 ans qu'on dit que l'aéroport de Saint-Hubert est un élément stratégique dans le succès du développement de la Rive-Sud. Puis dans le cas de l'aéroport Saint-Hubert, je veux dire, oui, c'est bien. Je veux dire, c'est très, très bien d'avoir des liens directs entre Saint-Hubert et Toronto. D'un autre côté, il y a tout le temps la dynamique alentour de l'aéroport Saint-Hubert où est-ce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent du bruit à Saint-Hubert. Donc, on verra un petit peu là-dessus aussi qu'est-ce que ça va donner. Oui. Quoique, dans le cas de l'aéroport de Saint-Hubert, les plaintes venaient surtout des citoyens, effectivement, chez qui ou au-dessus de chez qui il y avait des vols de petits aéronefs, parce que c'est aussi Saint-Hubert, l'école de pilotage, une des plus importantes écoles, pas école, mais un des plus importants aéroports pour les écoles de pilotage, parce qu'il n'y en a pas juste une école de pilotage. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle dans le langage des aéroports des touch and go. Donc, ils font partir et atterrir des avions parce que c'est de la pratique, parce que ce sont des écoles. Maintenant, des vols commerciaux qui vont arriver de Saint-Hubert pour Toronto, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y a eu déjà, entre autres, la compagnie Inter qui s'est essayée il y a peut-être une quinzaine d'années. Et ça n'a pas été un grand succès. La preuve, c'est qu'ils ont fermé. Mais cette fois-ci, on repart la machine. C'est pour ça que je dis, je suis surpris, mais content aussi, parce qu'on dit toujours que pour faire de l'aéroport de Saint-Hubert un succès, ça va prendre des vols commerciaux, ça va prendre de l'achalandage, ça va prendre du walk-in, comme on dit. Alors, Et on s'entend, c'est quand même un aéroport qui a quand même un grand potentiel. Je veux dire, ça serait un investissement à réussir à faire débarquer des gros transporteurs ou n'importe quoi là-bas, mais je veux dire, au niveau des pistes, si je me souviens bien, je pense que c'est la plus grande piste d'atterrissage qu'on a au Québec. Donc, il y a quand même un potentiel quand même assez énorme pour faire atterrir des avions à Saint-Hubert, en fait. Oui, bien, un des problèmes de l'aéroport de Saint-Hubert, c'était pas juste la longueur des pistes, mais entre guillemets, la solidité des pistes. Il fallait renforcer les pistes si on voulait avoir du gros porteur récurrent qui reviennent à l'aéroport. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un investissement de 17 millions cette année à l'aéroport de Saint-Hubert pour améliorer l'état de la piste principale. Mais ce qui a bloqué aussi, c'est qu'il n'y a pas une grande collaboration avec l'aéroport de Montréal, Trudeau, pour faire en sorte qu'il y ait des vols qui puissent être déplacés. On reçoit à Saint-Hubert, par exemple, des équipes de hockey qui atterrissent à Saint-Hubert parce que c'est plus facile en termes de transport. Mais du vol commercial avec un fort achalandage, il n'y en a pas. On va voir si, cette fois-ci, du côté de Pascan, l'arrivée et le départ de vol vers Toronto va réussir à générer quelque chose d'intéressant.
Il y a aussi toujours le fameux projet de l'aérogare qui n'a jamais été fait non plus. Alors, si ça peut commencer à susciter un peu d'intérêt, puis si ça peut être un succès, je pense que c'est un prélude à quelque chose d'intéressant pour l'aéroport de Saint-Hubert, parce que des fois je le dis, sans jouer au mononcle, là, au début des années 80, c'était le dossier prioritaire de la Chambre de commerce, le développement de l'aéroport de Saint-Hubert. Mm-hmm. Ça fait 40 ans, puis on n'a rien bougé depuis ce temps-là, ou à peu près. Alors, oui, ça pourrait être un moteur intéressant. Maintenant, ça ne l'est pas encore. Alors donc, des vols commerciaux. À part ça, on est obligé de revenir aussi sur le fameux dossier de notre député que j'appelle Super Martine à Saint-Hubert. Parce que tantôt, on parlait de l'autoroute 30. C'est en plein dans son comté. Oui. Elle non plus, on ne l'a pas entendu beaucoup sur le dossier, pas plus que d'autres, remarquez. Mais, donc, la vraie question, est-ce qu'elle ira à Ottawa pour chercher des crédits fédéraux sur la 30 ou pour l'aéroport? Oui, c'est vrai. Pour l'aéroport aussi. Pour l'aéroport ou maintenir son rôle à Québec puis aller chercher des crédits à Québec. Peut-être aux deux places. Qui sait? Elle n'arrête pas, Martine. Ben ouais. Mais elle a eu de la difficulté. Puis j'y reviens cette semaine parce que ça a continué à être d'actualité, à faire les manchettes tout au cours de la semaine. La dualité de son rôle. Il y a des plaintes qui sont portées. Encore ce matin, je lisais dans le journal qu'on se questionnait à l'Assemblée nationale sur les fonds. Inévitablement, puis c'est complètement inévitable, là. Les fonds qu'elle va utiliser, parce que Martine Ouellette est payée comme députée de Vachon. C'est pas compliqué, elle est à l'Assemblée nationale. Maintenant, elle siège comme indépendante. Elle a d'ailleurs un nouveau voisin de siège. Oui, c'est ça, on peut rigoler un peu parce qu'elle a Sklavounos, puis je pense qu'elle va avoir Pierre Paradis de l'autre côté. Mais elle est justement à l'écran de RDI pendant qu'on se parle. Mais Martine se retrouve dans une position franchement inconfortable, là, puis à mon sens, à moyen terme, qui va être intenable pour elle. Parce que sitôt qu'elle va faire un pas, Martine Ouellette, d'ailleurs, on m'a dit tantôt, on peut en profiter pour lui offrir nos sympathies. Son père est décédé hier. Alors, toutes nos condoléances. Ça ne change rien à la politique, mais ça fait partie aussi des enjeux de la vie. Mais cela dit, avec son double rôle, c'est franchement difficile. Ça va être difficile à tenir. Elle ne pourra pas tenir le chemin longtemps. Parce qu'aussitôt qu'elle va être en déplacement, aussitôt qu'elle va être en opération de campagne électorale pour le Bloc québécois, et elle a déjà une forte majorité d'appui au Bloc. Alors, je pense que ça va être comme une lettre à la poste, sa nomination au Bloc québécois. Juste quand on voit le modèle de course à la chefferie que le Bloc québécois a décidé d'avoir une course très, très courte, écoutez, on ne se cachera pas que ça favorise grandement Martine Ouellette. Une course plus longue aurait pu permettre à d'autres candidats de se faire connaître, arriver. La situation actuelle, c'est comme si on y avait un petit peu déroulé le tapis rouge en disant, écoutez, viens-t'en au Bloc. D'un autre côté, on peut comprendre la perception du Bloc face à ça. Ou est-ce que Martine Ouellette, qui deviendrait la nouvelle chef du Bloc, serait certainement la candidature la plus connue qu'ils auraient actuellement? C'est tout à fait évident. Oui, c'est ça. Sauf qu'il va quand même y avoir officiellement une course à la chefferie. Tout à fait. Et la chefferie de mémoire, c'est le 22 avril prochain. Alors d'ici là, Martine, elle va être obligée d'aller se promener en campagne, en région. Elle va être obligée de faire du porte-à-porte puis des assemblées à gauche puis à droite pour s'assurer de faire sa campagne comme chef du Bloc québécois. Mm-hmm. Et tout ce temps qu'elle va passer à être en campagne pour le Bloc québécois, c'est du temps qu'elle prend sur son temps comme députée à l'Assemblée nationale et pour laquelle elle est payée et rémunérée. C'est sûr, c'est d'une autre époque. Là. On est loin de l'Union nationale puis du Crédit social qui valsait de chef du provincial au fédéral. Non, à l'inverse, comme j'ai déjà dit, François, en Europe, c'est quasiment une obligation pour un élu d'avoir une multiplication des postes électifs. Ouais. Puis c'est un passage obligé. Mais ici, c'est pas le cas. Mais d'un autre côté, pour plusieurs partis européens, c'est parce que la dynamique politique en Europe est très différente de la nôtre, dans le sens qu'en Europe, c'est tout à fait classique qu'un parti, exemple le Parti socialiste, se présente au niveau national, au niveau régional et au niveau municipal. Je veux dire, les mêmes partis sont impliqués de manière systématique dans toutes les étapes du processus électoral. Pour ce qui reste des partis politiques en France, avec la multiplication de candidats présidentiels, on pourrait en faire un débat. Là. Mais là, on s'éloigne de la moitié. Mais on n'en fera pas. On va revenir avec Martine. Alors, Martine, on verra. Puis je vais réitérer l'invitation que j'avais lancée la semaine dernière pour l'avoir avec nous ici en studio à l'émission pour qu'on puisse faire le point sur tout ça puis voir comment elle se sent à l'aise. Mais en tout cas, je
peux vous dire que la semaine qui vient de passer a fait en sorte qu'elle a encore fait les manchettes un peu partout au sujet de, justement, la difficulté qu'elle va avoir à occuper ces deux fonctions-là. Pour moi, ça va être invivable pour elle. Mais enfin, on a aussi... En espérant, je ne l'ai jamais rencontré, là. J'aimerais ça. Oui, je sais que tu aimes ça faire des rencontres ici, toi, Vincent. Autre dossier aussi, c'est pas dans le comté, mais ça a fait beaucoup jaser. J'aimerais vous entendre pour savoir ce que vous en pensez. Sklavounos, est-ce qu'il devait réintégrer le caucus libéral ou non? Ben, écoutez, je veux dire, à mon avis, le premier ministre, je veux dire, actuellement, je crois qu'il joue de prudence. Il décide de ne pas le réintégrer parce que, bon, comment je vous dirais, c'est quand même malaisant pour probablement le premier ministre de réintégrer M. Sklavounos s'il ne sait jamais ce qui lui pend au nez plus tard. Est-ce que le premier ministre peut réintégrer M. Sklavounos puis qu'il se ramasse dans une situation inconfortable ou est-ce qu'il y a une autre plainte qui est déposée par après? Disons qu'on comprend que le premier ministre marche réellement sur des œufs dans cette situation-là et que je crois que sa décision actuelle de ne pas le réintégrer me semble personnellement la bonne. Ben ça... Un peu comme Brossard, c'est des histoires qui, pour diverses raisons, ont certains joueurs que je connais, alors je vais m'abstenir de tout commentaire. Oui, ben moi de mon côté, je le connais pas, mais je regarde froidement la situation. J'étais un petit peu d'accord avec Carl. Le premier ministre est sur des œufs, oui, parce que il pourrait y avoir d'autres, pas des accusations, mais des allégations. Mais cela dit, dans la démarche officielle et dans la société de droit dans laquelle on est, Sklavounos, il y a eu une personne qui a porté des accusations contre lui, il y a eu une enquête du DPCP et il a été clairement établi qu'il n'y avait eu aucun acte criminel qui avait été commis. À partir de là, que l'on se calme sur le tribunal public au Québec, puis qu'on arrête de faire des procès à tout le monde. Il y a certains là-dessus. Là-dessus, je te donne raison, puis j'aurais bien aimé être le petit oiseau qui aurait eu la chance d'être dans le caucus hier pour voir les discussions d'un bord comme de l'autre. C'est sûr que ça n'a pas fait l'unanimité. Sauf que d'un côté ou de l'autre, je veux dire, la politique étant tellement un monde de perception, je veux dire, c'est tout à fait ça. Je veux dire, le premier ministre ne peut pas simplement s'aventurer. Il prend pas de chance. Il prend pas de chance, puis il se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Écoutez, c'est une situation où est-ce que tu as énormément à perdre, si je le garde, puis il y a d'autres accusations, peu à gagner. Ben, c'est ça. Donc, de la logique, c'est un calcul politique, tout à fait. Mais on l'a quand même jugé sur la place publique pour des actes qu'il n'a pas commis. Puis la vraie question, est-ce qu'on se rendra sur cette législature-là à une 15e élection partielle? Bon, on verra bien. On verra. Alors, tout ça pour dire qu'on en garde pour la semaine prochaine, messieurs. Il y a encore de l'actualité qui nous interpelle, puis il va y en avoir d'autres. Il nous reste à souhaiter une bonne semaine à nos auditeurs. Merci d'être avec nous, d'ailleurs, à chaque semaine. On a d'excellents commentaires, pas toujours élogieux sur mes deux co-animateurs. Là. Je parle de Vincent, surtout. Ce qui arrive c'est des blagues, vous le savez. Mais merci d'être avec nous. Merci à nos invités. Et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine, de midi à 13h, le mercredi, pour La Ramée en direct. Bonne semaine. Au cœur du Vieux-Longueuil, vous écoutez FM 103.3, votre radio allumée.